Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Hervé Jamard. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ministre du budget au gouvernement fédéral, membre du mouvement réformateur. Quand on contrôle un budget, c'est forcément douloureux? Ce n'est pas un exercice simple, effectivement, d'autant que nous venons recevoir hier soir le rapport du comité de monitoring, donc qui rassemble les plus hautes instances financières et budgétaires du pays. Et à l'issue de ce rapport, nous constatons qu'il y a 1,214 milliard à trouver, ce qui est à la fois beaucoup, ce qui est à la fois moins que certaines années. Mais donc je m'attends à quelques jours à vivre. Pour se donner une idée, un ordre de grandeur, c'est à peu près 90 milliards, c'est ça le budget de l'État fédéral, hein? Oui, c'est ça. Il faut ajouter la sécurité sociale. Vous ajoutez la sécurité sociale, effectivement. Et donc il y a les recettes, les dépenses et bien sûr la sécurité sociale. Et au moment où je vous parle, il y a d'ailleurs 3 grands groupes de travail sur les recettes, les dépenses et cette sécurité sociale tant important. Oui, donc 1,214 milliard, c'est le chiffre à trouver pour équilibrer le budget, hein, oui, pour arriver à l'objectif qu'on s'était fixé. Ce matin en radio sur RTL, vous avez dit que ce sera difficile. Ce ne sera pas votre état d'esprit, ça. Ce sera difficile parce qu'il faut partir du principe, premier chiffre quand même qui me revient toujours à l'esprit, c'est ces 11 milliards que l'on paye chaque année comme charge d'intérêt. Donc ça, c'est la dette de la Belgique. C'est la dette. Certes, cette charge d'intérêt a été quelque peu diminuée, et c'est une des bonnes nouvelles, du fait du taux d'intérêt particulièrement bas. Mais c'est 11 milliards néanmoins. Deuxième chose, c'est qu'on a tablé le comité de monitoring en question sur 1% de croissance. Là, il y a une bonne nouvelle qui est venue dans l'intervalle de la zone euro, suivant lequel on devrait pouvoir tabler dans le courant de cette année sur 1,2 ou 1,3. Donc ça veut dire que des recettes complémentaires pourraient être comptabilisées le cas échéant, mais nous travaillons sur 1%. Et puis, il y a ce chiffre tellement important et pas toujours accessible ou compréhensible, c'est le 0,7% de déficit en moins. C'est la trajectoire du gouvernement pour atteindre... Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif ce qu'on appelle l'objectif structurel. Ouais. Pour atteindre l'équilibre en 2018, d'où le cap gouvernemental que nous sommes tenus de tenir pour à la fois amoindrir ce déficit, tout et dans tout, dans les chiffres que je viens de citer, et continuer à pouvoir, je dirais, faire en sorte que le pouvoir d'achat des gens et la relance soient au rendez-vous. Oui, mais on a fait le budget au mois d'octobre, on est au mois de mars. Comment est-ce qu'on explique qu'en 5 mois, 6 mois, il y a un tel dérapage? Tout d'abord, il y avait des paramètres macroéconomiques, quand on a fait le budget, qui étaient plus importants dans le sens positif du terme. On attendait une meilleure croissance. Exactement. Puis celle-ci a quelque peu fondu à l'approche de Noël. Maintenant, ça reprend un peu de vigueur. C'est surtout la sécurité sociale qui dérape? Il y a 2 éléments sécurité sociale. Il y a le premier qui concerne une somme de 400 millions d'euros, qui, il faut le reconnaître, est dû à une erreur technologique. C'est un logiciel qui n'a pas été appliqué correctement. Je ne connais pas bien le fonctionnement de ce logiciel et je n'ai pas les pensions. Et donc on a oublié 46 000 pensionnés. Voilà, depuis 2013. C'est une belle boulette. C'est une boulette, il faut le reconnaître. Je ne parle pas du gouvernement précédent, etc. Je n'étais pas là. C'est l'administration des pensions qui s'est trompée? Je ne vise personne, je ne suis pas à l'enquête. Je dis simplement qu'il y a une boulette de 400 millions que l'on doit récupérer et évidemment prendre en charge pour les retraités en personne. Eux, ils n'ont pas vu la différence, mais dans le budget... Et le reste du dérapage à la sécurité sociale? Et le reste, il y a les recettes et les dépenses. Il y a des moindres recettes, étant donné que la relance n'était pas toujours au rendez-vous. Et donc... les chiffres que je vous citais en termes de relance notamment et de croissance avec 1,2 devraient peut-être permettre aussi d'atténuer ce chiffre sécurité sociale de 800 millions. Donc ça c'est l'ajustement budgétaire. On ne va pas donner trop de chiffres pour pas noyer nos téléspectateurs, mais il y a aussi des nouvelles demandes. Il y a des demandes de nouvelles politiques ou des politiques qu'on doit surévaluer, qu'on doit évaluer. C'est le cas des dépenses en matière de sécurité avec des demandes supplémentaires à cause de la situation internationale qu'on connaît. Il y a des demandes en termes de justice qui vous ont été faites par Koen Geens. Ça veut dire qu'au total on parle de combien? On n'est pas à 1,2 milliard, mais 1,6 milliard, 1,8 milliard? Je peux comptabiliser les demandes globales vers 600-700 millions d'euros. On est en train de les compiler pour l'instant. Et on les catégorise, si vous voulez, en indispensables, en nécessaires ou en facultatifs. Et donc là, c'est le conclave budgétaire qui devra évidemment trancher. Personnellement, je crois qu'il faudra retrouver entre 200 et 400 millions. C'est une opinion toute personnelle. Entre 200 et 400 millions? Oui. Donc de nouvelles dépenses? De nouvelles dépenses, parce que nous avons eu des problèmes que nous connaissons en termes de sécurité. Donc là-dedans, il y aura la menace de niveau 3. Par exemple, il y aura évidemment toutes les missions régaliennes qui tiennent tant à la justice qu'à la défense, qu'à la police, donc au ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi des demandes
autres qui sont parfaitement justifiées. Donc là, il faudra voir comment on peut... Donc vous êtes ministre du budget, ça veut dire que quand on prépare un conclave budgétaire, je donne un petit peu les recettes, on voit l'ensemble des collègues du gouvernement, on prend les mesures, les demandes, on regarde un petit peu les dérapages, et ça veut dire que vous avez, vous, déjà une idée de ça on va accepter, ça on va pas accepter, ah là il y a un effort qu'on doit faire, ah tiens là il n'a pas dépensé tout ce qu'il devait dépenser. Il y a un peu de cela, mais je dirais qu'on appelle souvent le ministre du budget monsieur ou madame non. Moi, je peux l'appeler aussi monsieur ou madame dénominateur commun. Avec l'aide du Premier ministre, rassembler, je dirais, puisque nous sommes 4 formations politiques, les points de vue pour trouver des solutions, plutôt que d'avoir, je dirais, cette vision relativement négative du ministère du budget. Deuxième chose, c'est que quand on met toutes ces politiques, il faut aussi trouver des moyens. Et il y a un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que je crois qu'il est important de rehausser les recettes en termes budgétaires, en termes de lutte contre la grande fraude fiscale, puisqu'on vient de vivre des événements aussi, Swiss Leaks, etc. Et je crois que là, on peut s'attendre à des rentrées ô combien justifiées par rapport à ces actes graves qui ont été commis. Il y a d'autres... Ça veut dire qu'on va serrer la vis sur les fraudeurs et qu'on va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On ne va pas faire rentrer 1,2 milliard ou 1,8 milliard. Non, tout cela, cette somme-là sera impossible. Mais en tout cas, on peut augmenter le chiffre initial. Est-ce que vous travaillez sur les dépenses et les recettes, ou c'est essentiellement sur les dépenses qu'on va devoir travailler dans ce contrôle budgétaire? La Belgique a un de ses records avec la France, c'est 55% de dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut. Et donc, l'OCDE, les institutions internationales nous disent c'est pas tenable. C'est-à-dire que la moitié de notre budget passe dans les dépenses publiques. Plus de la moitié. Et donc, il y a un moment où il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le but, c'est que le citoyen garde évidemment tous les services, et je songe notamment à la sécurité sociale, les soins de santé, la sécurité, enfin, toutes les missions premières. Mais d'un autre côté, il y a aussi des départements, je crois, où on peut faire des efforts. J'entends aujourd'hui la justice se manifester ou manifester. Je peux comprendre le rémois, mais il y a aussi une modernisation à mettre en œuvre, d'où le plan Cohn-Gates. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y aura des recettes nouvelles. Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer... Il y a une interview d'Olivier Chastel ce matin dans le journal Le Soir, qui dit que, quand on parlera du tax shift, il faut étudier 3 pistes. On doit punir plus sévèrement les spéculateurs, les pollueurs, les fraudeurs. Donc les fraudeurs, vous venez de nous en parler. Oui. Les spéculateurs, les pollueurs. Ça veut dire que c'est des pistes. Oui, la fiscalité verte, effectivement, c'est une piste. Ça veut dire concrètement qu'on peut monter les accises sur le diesel? C'est ça que ça veut dire? Ça peut être cela, mais de manière douce aussi et progressive, pour ne pas surprendre les gens, je le dis clairement. Mais donc vous pouvez nous dire, il y aura quelque chose, on va toucher aux accises sur le diesel? On en parlera en tout cas, on en parlera nécessairement, mais le tax shift viendra après le conclave. Le conclave a d'abord pour but de renouer avec l'équilibre. Et puis troisièmement, vous avez cité la spéculation. La spéculation, je dis bien, à court terme sur les gros paquets. Il ne s'agit pas de viser les gens qui investissent dans des PME, dans des sociétés familiales ou dans l'économie réelle, où là, l'équilibre à peu près de 3 à 5 ans est généralement observé en termes d'investissement. Je pense plus à des gens qui mettent un gros paquet d'argent aujourd'hui et qui, dans un mois, récupèrent cette somme x2. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement les boursicoteurs. Ceux-là, vous allez donc serrer un petit peu la vis. Il y a un moment où il faut trouver les moyens, et donc c'est la taxation sur la plus-value, ce qui n'est pas la même chose, parce que parfois on fait une petite méprise, que l'impôt sur la fortune. Oui, mais donc ça, ce sera le tax shift. Je rappelle, le tax shift, c'est l'idée qu'on va faire basculer la fiscalité sur le travail vers d'autres sortes de recettes. Vous nous confirmez que ce ne sera pas au moment du conclave budgétaire où on va tout mélanger pour essayer de trouver un accord? Normalement, on fait le conclave. Dès après, on entaxe le tax shift. Dès après, c'est les vacances de Pâques peut-être, mais que ce soit pendant les vacances de Pâques ou dans les jours qui suivront. La NVA a annoncé un certain nombre de pistes qu'elle souhaite mettre sur la table. Donc diminuer les dépenses de sécurité sociale, notamment réduire les allocations de chômage dans le temps et augmenter la TVA. Est-ce que ce sont des pistes qui seront discutées ou pas? Je m'en tiens à l'accord du gouvernement qui, à ce stade, est très clair. Il n'est pas question de changer la politique en matière de chômage, ni de voir les choses. Donc on ne limitera pas les allocations de chômage dans le temps? Non. Quant à la TVA, ma formation politique n'est pas demanderesse d'augmenter de manière linéaire d'1%, par exemple, de passer de 21 à 22% la TVA. Il peut y avoir des discussions sur des taux réduits, que sais-je, ça peut toujours avoir lieu. On peut faire glisser certaines catégories de produits d'un taux à un autre?
Par exemple, je pense au commerce par voie électronique qui concurrence parfois de manière singulièrement négative le commerce de détail qui se trouve en rue, si je puis dire. Et donc, il y a toute une série de branches sur lesquelles on peut travailler. Mais vous aurez compris que tout ça, c'est des petites sommes accumulées les unes aux autres qui doivent nous amener à retrouver cet équilibre. Dans le match CDNV-NVA, est-ce que le MR est toujours à l'aise? Le MR est à l'aise quoi qu'il arrive. Oui. Oserais-je dire que le MR et la famille libérale plus proche de NVA ou plus proche du CDNV? Ça dépend un petit peu aussi des personnalités. Personnellement, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, mais il y a une tendance au mouvement réformateur, généralement plus social, et j'en suis, qui va se retrouver en termes socio-économiques un peu plus proche du CDNV. Un peu plus à gauche de la NVA et un peu plus à droite du CDNV. Sur le thème de la sécurité, on se retrouvera un peu plus sur le thème de la NVA. Mais donc, on sent bien que la famille libérale, et le MR en particulier, peut constituer le ciment de ce gouvernement. Quand vous entendez Bardo Wever faire des déclarations, Chris Peters faire part de ses réticences, vous vous dites que la solidarité gouvernementale, elle a du mal à s'exprimer côté flamand? Je dis qu'il n'est pas anormal que des présidents de partis s'expriment. Le mien s'est exprimé aujourd'hui dans la presse aussi. Et donc c'est tout à fait normal. J'observe que l'ambiance au sein du gouvernement est très cordiale et qu'on aboutit à des résultats, à des décisions très concrètes déjà depuis quelques mois. Ouais, donc on a les chiffres du comité de monitoring, le conclave démarquant. Pour moi, il a déjà démarré, mais très concrètement, c'est jeudi ou vendredi prochain. Jeudi, vendredi, la semaine prochaine. Merci Hervé Jamard d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à partir de 13h pour les experts et bon week-end à tous.